Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transportés au bout du monde. Bonne écoute. Pour résumer en tout cas le mode de vie que vous avez choisi, c'est que vous voyagez 5 mois par an. Chaque année, vous avez déjà visité 35 pays. Et donc, c'est vraiment ancré dans le mode de vie. Oui, on profite un peu de notre indépendance professionnelle aussi. On est indépendant, donc on a nos sociétés. On les a adaptées aussi pour qu'elles puissent fonctionner sans qu'on soit présent, donc qu'on puisse fonctionner à distance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de faire ça, qui sont peut-être indépendants aussi ou pas, mais c'est pas forcément très concret. C'est-à-dire comment on fait justement pour faire en sorte que la société puisse perdurer quand on n'est pas là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur vos types de sociétés? Bien sûr. Donc on a une société de gestion de location touristique à Lisbonne. Donc on a des employés sur place. Donc tout ce qui est gestion de réservation, etc. Je peux le faire à distance. On a des gens nos voyageurs et qui s'occupent des opérations de tous les jours. Tout ce genre de choses qui. Donc vous aviez investi en fait dans l'immobilier sur Lisbonne, enfin en tout cas sur le Portugal, et aujourd'hui vous l'avez transformé en location touristique. Oui, tout à fait. Donc ça fait plus de 10 ans, donc même avant nos enfants qu'on avait commencé ça. Ça nous permet une gestion à distance parce que de toute façon, en étant à Paris, elle était déjà à distance, même en temps normal, quoi. Voilà. Ouais. Après avoir déjà cette entreprise qui fonctionnait à Lisbonne, que nous, on habitait et travaillait en France, ça nous a permis de faire le deuxième saut. Donc, on était tous les deux salariés à la naissance de Zoé. Et moi, j'ai pris la décision de créer mon entreprise de design de produits. Donc, nous créons et produisons des luminaires. Ça nous a permis de quitter nos emplois salariés. Voilà. La grande décision, c'était la naissance de Zoé. Bien sûr, je voulais passer un peu plus de temps avec elle. Pour moi, c'était une énorme angoisse quand elle était malade, quand elle avait besoin de moi, de trouver toujours des justifications pour mon patron. Donc, c'est une pression que j'avais du mal à gérer et j'avais besoin de me libérer en tant que maman pour pouvoir être avec Zoé quand elle avait besoin. Donc c'est presque, en fait, à la base, vous êtes devenu indépendant là. Et après, c'est même pas forcément pour voyager. Non, oui, exactement. C'était un choix de vie. C'était un choix de vie. Vite fait, on s'est rendu compte qu'on commençait à voyager de plus en plus avec Zoé. Parce qu'on avait cette liberté où par les voyages grandissait. Zoé n'a jamais été un problème, une difficulté. Et donc, c'était normal pour nous simplement partir, voir notre famille, faire une petite semaine pour se reposer. Et on a commencé on a compris doucement que c'était possible. Et ça nous a mis en confiance de choisir ça comme un mode de vie. Parce que quand vous voyagez, est-ce que vous travaillez encore un peu du coup? Oui. Du coup, on n'est jamais 100% en vacances parce que les indépendants, c'est rarement le cas. Voilà, ça c'est important parce que les gens nous posent la question, comment vous pouvez partir en vacances tellement de temps? Non, on ne part pas en vacances, on parle de voyage. C'est un concept un peu différent. Voilà, nous acceptons que nous voyageons avec nos enfants, mais qu'à la fin de la journée ou quelques matinées pendant la semaine, nous sommes obligés de prendre du temps pour travailler. Que tu me disais, et c'est vrai que c'est important, que vous n'êtes pas non plus des digitaux nomades. Non. Nous avons une vente de produits très physique, des luminaires. Donc, c'est non seulement physique comme volumineux. Donc, il a toute une gestion de stock, une entreprise de logistique, aussi, de production en amont. Voilà, au début, je travaillais beaucoup en production à la commande. Ça, c'était quelque chose que j'ai dû adapter pour me libérer de plus en plus de temps. En 2018,
nous avons pris la décision de partir 1 mois et demi en Asie. Et c'était là l'épreuve de choc pour notre entreprise. Alors, en fait, au début, j'ai pris la décision de faire du stock, produire du stock, une quantité plus importante. J'ai fait le test et ça c'est important pour les petites entreprises parce qu'on se pose beaucoup de questions. Comment on va faire? Parce que les services logistiques c'est hyper cher. Donc, ce que nous avons trouvé, c'était la logistique d'Amazon. Qui peut paraître à l'époque. Donc Amazon, ça peut paraître un monstre, mais c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes au début. En termes de logistique, en termes de logistique, on vendait presque pas sur Amazon. On vendait presque pas sur Amazon. D'un point de vue de business, pour les petites entreprises et pour ceux qui font de l'artisanat comme nous, je conseille pas forcément Amazon, donc je donne pas des conseils de business là-dessus. Hein. Mais d'un point de vue de logistique, ça nous a permis de tester notre façon de faire. Donc on a tout envoyé chez Amazon, qui nous a permis d'envoyer les commandes pendant 1 mois et demi de voyage en Asie. Il est possible d'avoir en fait du stock chez eux dans leurs entrepôts pour répondre à des commandes extérieures. Donc les commandes sur notre site, par exemple. Donc on a des commandes sur notre site qu'on faisait envoyer par Amazon. Pareil, des commandes sur Etsy, pareil, voilà. Donc et ça nous a permis. Donc c'était un premier service logistique donc, qui a ses limitations. Mais puis on a changé, mais qui nous a permis en fait d'être indépendant de cette partie de répondre aux commandes parce que le stock était déjà sur place, même quand que nous on y était. D'accord. Donc en fait, c'est un peu la genèse de votre projet. Ça c'est hyper intéressant. Oui. C'est-à-dire que vous avez testé pendant 1 mois et demi en disant on est en voyage, on voit si on peut continuer à bosser normalement et si l'entreprise peut continuer entre guillemets à tourner sans nous. Ouais. Ça a fonctionné et donc ça a été un peu le déclic de se dire bah c'est génial, on fait ce qu'on veut. Ouais. On peut continuer à bosser sans être sur place. Ouais. Et je pense que c'est ça le message. C'est pour c'est chouette. C'est pour quelqu'un qui veut se lancer et avoir un style de vie comme le nôtre. Je pense que le plus important, c'est d'identifier le point qui bloque et de trouver des solutions simples et de les tester. Je reprends juste le début parce que je trouve ça hyper intéressant et je pense que nombreux à rêver de ça en disant moi je voudrais faire ce mode de vie là mais comment je peux y arriver. Ça veut dire qu'au départ tu crées ton site en ligne, oui. Ouais. Donc de luminaire. Ouais. Et au départ c'est quoi? C'est combien de commandes par jour juste pour essayer de se rendre compte du début? Bah, au tout début pas beaucoup hein. Il faut se faire la place, etc. On avait peut-être 1-2 commandes par jour. Donc c'est bon, ça prend un certain temps. Mais au fur et à mesure, ça grandit et puis au bout d'un moment, tu dis bon, il y a quand même un certain volume, bosser plus, produire plus, et tu dis bon, là au lieu de faire la commande, je vais adapter mes offres, je vais voir comment je fais et puis j'en produis plus de ce que je vends plus. Donc en fait, tu as adapté ta production en fonction de la demande. Oui. Parce qu'on peut pas tout avoir dans le service logistique, ça devient trop cher pour une petite entreprise. Du coup, même tout ce qui est communication, pour faire connaître ton site, ça, tu pouvais le gérer de l'extérieur. Les réseaux sociaux, Pinterest, même si on choisit de faire la pub, tout ça c'est du domaine digital. Donc tout ça, tu peux le faire n'importe où dans le monde. On mettra le lien dans les descriptions de l'épisode parce que je pense que ça donne un vrai cas concret aussi. Et donc, en effet, vous adaptez la communication, tu l'as fait du voyage, enfin en tout cas du lieu où tu es à ce moment-là. Et après, tu adaptes ta production en fonction de la demande et tu passes par Amazon pour tout ce qui est logistique. Oui, tout au début, c'était ça. Après, l'entreprise a un petit peu grandi. On a trouvé d'autres services logistiques qui nous correspondent mieux, voilà, qui font de l'insertion sociale, qui ont d'autres valeurs qu'Amazon, donc que nous correspondent beaucoup mieux. Ça c'est dit. Voilà. Non, mais je veux juste dire, je ne défends pas forcément Amazon. Je trouve juste que c'est un outil qui permet de faire des tests. Ouais, c'est génial, t'as raison. Puis on prend pas parti, ça t'a aidé au départ et. Ça, l'important, c'est que les gens trouvent des moyens de tester
les points de blocage. Parce qu'à partir du moment que nous commençons à tester et à trouver des solutions, on se met en confiance. Et à partir de là, c'est à notre rythme, c'est ce que nous souhaitons faire. À la fin, il n'y a pas de limite. Je pense qu'il faut se dire, je vais commencer à travailler. Ouais. Et c'est ça que je veux faire, et donc je vais travailler pour. Voilà. Ouais, il y a rien sans rien, on est bien d'accord. Hein. Mais tu vois, là où je rebondis sur ce que tu disais au tout début, c'est que quand tu partais en voyage, t'étais pas en vacances. Non, exactement. C'est-à-dire que c'était un autre lieu de travail. T'avais la chance d'être avec ton mari et tes enfants dans un autre lieu, mais tu devais quand même bosser. Oui, non, mais c'est ça. Et il n'y a pas de miracle. Hein. Beaucoup de gens nous interpellent sur notre profil Instagram, le voyage de Zoé. Comment vous faites? Vous êtes riche? Non, finalement, nous sommes une petite entreprise familiale, artisanale. Hein? Il n'y a pas de mystère. On ne cache rien. Après, c'est vrai, nous avons notre appartement à Lisbonne. C'est une partie de nos revenus, mais c'est pas juste ça que nous fait vivre. Parce que c'est une entreprise aussi qu'il faut gérer à la distance. Donc, c'est pas juste des appartements en location, pas ce qu'on appelle un revenu passif. Les appartements, il y a du personnel, il y a des charges, il y a du boulot, quoi. C'est une location classique, long terme. Bon, ça nous donne un rendement plus important, mais ça demande du travail aussi. Du coup, moi, j'aimerais bien comprendre aussi, quand vous êtes en voyage, comment vous adaptez le rythme boulot découverte. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez écrit, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, ou ça dépend des pays, on s'adapte? C'est flexible, surtout, déjà, il y a une question, c'est le décalage horaire. Donc, on peut pas bosser pareil, ça dépend d'où on est dans le monde. On fonctionne très bien en Asie parce qu'on est en avance par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut prévoir des choses, enfin, préparer des choses, et puis c'est le matin ici, et les choses sont déjà prêtes. Ça devient un peu plus compliqué quand on est aux États-Unis parce que, du coup, on réagit. Enfin, s'il y a des choses qui se passent dans la journée ici, il faut plutôt qu'on réagisse quand on se réveille là-bas. Donc rien que ça implique une adaptation. Mais le mot clé là, c'est adaptation. Enfin, on part pas en se disant je vais faire ça le matin, ça l'après-midi. Non, je pense qu'il faut arriver sur place et comprendre un peu comment les gens vivent là-bas aussi, pour savoir comment organiser nos activités pendant la journée. Par exemple, nous sommes rentrés de Bali il y a quelques semaines. Là-bas, il n'y a rien qui se passe la nuit. Le soir, pour les familles, il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc, pour nous, c'était une évidence que pendant la journée, on ferait des activités, on visiterait avec nos enfants. Et après, le soir, c'était plutôt pour travailler, pour organiser la journée de lendemain. À Bali, nous sommes restés aussi plus de temps. On a fait presque 2 mois de voyage, donc on a pris le parti d'essayer le homeschooling pour la première fois, que normalement on ne faisait pas parce qu'on se cale toujours sur les vacances scolaires. Donc en fait, normalement, vous partez 2 mois l'été et après à chaque vacances scolaires. Exactement. Après, nous faisons des longs week-ends où on part quelques jours avant les vacances, où on arrive un peu plus tard. Voilà. Et après, il y a autre chose, c'est que comme une partie des déplacements, c'est quand même pour notre travail. Pour aller à Lisbonne, c'est aussi pour notre travail. C'est un déplacement professionnel et donc les enfants ont le droit de venir avec nous parce que de toute façon, il n'y a personne pour les garder. L'école, elle a été assez souple. Oui, ça dépend. En fait, vous l'aurez pas tellement laissé le choix, quoi. Non, c'est pas que ça, c'est que déjà, d'une certaine façon, on a le droit de le faire quand on est en travail et donc une bonne partie des déplacements, c'est ça aussi. Et après, quand c'est les vacances, bon voilà, enfin on s'adapte, on s'adapte plus maintenant. Enfin, il faut voir quand on a commencé, Zoé était à la crèche, il n'y avait pas les autres. Puis après, Zoé était en maternelle et Guy était à la crèche. Et la maternelle n'était pas obligatoire à ce moment-là. C'est venu après. Donc pendant un certain temps, on avait une souplesse de plus. Ce qu'on a un peu moins maintenant, enfin c'est normal, ils grandissent, donc ils ont aussi besoin
leur temps d'école, le temps des copains. Cette fois-ci, ce que je disais à Anna, comme on est parti 2 mois parce qu'il fallait qu'on reste plus souvent pour développer un nouveau projet. Du coup, on a discuté avec l'école en amont parce qu'on est resté les vacances pour limiter au maximum leur absence. On est resté les vacances et 2 semaines de plus. Et donc, du coup, on a parlé en amont avec l'école et puis les maîtresses bien compris, elles nous ont donné des supports pour qu'on puisse continuer avec eux, et donc c'est ce qu'on a fait et ça a plutôt bien marché en fait. Et c'est ça qui est génial en fait dans ce que vous avez choisi, c'est que même pour les enfants, parce que je pense que moi la première, après le tour du monde, on a toujours rêvé de pouvoir repartir un peu sur les routes avec eux, mais eux clairement en rentrant dans l'adolescence avaient plus envie de ça, de rester qu'avec les parents, c'était plus du tout leur objectif, soyons clairs. Et du coup, ils avaient envie de retrouver les copains, ils avaient envie de retrouver un mode de vie entre guillemets plus normal, de retrouver un peu le cadre. Là aujourd'hui, il y a personne qui est frustré. Vous voyagez, vous faites votre business, vous êtes heureux, les gamins ils restent à l'école, ils ont encore leur vie sociale. Ouais. Et ils continuent de voyager. Donc là, ça coche entre guillemets toutes les cases. Oui. C'est pour ça que pour nous, c'est pas une idée de faire un tour du monde, c'est quelque chose qui nous tente pour l'instant, exactement parce que nous avons cette impression d'avoir trouvé le bon équilibre pour tout le monde. C'est vrai que nous sommes une grande famille, nous sommes 5, donc ce sont 5 personnes à gérer. Nous avons tous nos envies, nos besoins. Et nos enfants, je vois pas nos enfants comme quelqu'un qui est obligé de venir avec moi juste parce que j'ai envie de voyager. Il faut que le voyage soit pour tout le monde. Je ne voyage pas pour mes enfants, je voyage pas pour moi, je voyage avec la famille. C'est un ensemble. Et eux, comment ils réagissent par rapport à ça? Parce que du coup, pour eux, c'est plutôt des vacances à chaque fois. Oui, pour eux, c'est plutôt des vacances. Pas cette fois-ci. Ils ont hyper bien réagi. Ils étaient super contents de faire le devoir de l'école, de savoir ce qu'ils avaient fait par rapport aux copains, d'envoyer des petites photos. Regardez, je suis en train de faire le même exercice que vous, sauf que je suis au bord de la piscine. C'est pas tout à fait pareil quand même. Mais avant non, ça tombait plutôt sur les vacances et donc pour eux ils étaient en vacances. Bon, des fois ils disaient ouais mais pourquoi on reste à l'hôtel? Écoutez, ce matin on reste à l'hôtel. Enfin c'est parce qu'on doit bosser. On explique. Exactement. Donc je dirais que c'est une collaboration, c'est-à-dire que comme disait Anna, on voyage pas pour nous, on voyage pas pour eux. On divise pas les genre. On a visité 3 choses que vous aimez pas et puis maintenant vous avez un jour au parc. Non, c'est pas ça. Tout est entremêlé, et en plus on essaye d'autant que possible et ça marche. Qu'ils soient intéressés à ce qu'on fait, à ce qu'on voit. Donc on leur explique si on va à un musée, bon ils adorent les musées. C'était jamais une question difficile, mais ils aiment bien. Et donc, du coup, on leur explique où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, en plus, là, Zoé, comme elle est en CE2, donc, du coup, ils commencent à étudier des œuvres d'art et des choses comme ça. Donc, on va à un musée. Je dis, t'as vu le tableau? Je sais pas. Et on va dans le musée où il est. Et donc là, il était toute contente parce que voilà, donc ça fait un lien avec sa vie d'école, ça fait avec plus de choses. Et puis à l'école, elle peut raconter. Des fois, c'est même l'inverse. Elle a déjà vu quelque chose qui en parle à l'école, donc ça fait partie de leur vie, de leur ouverture en fait. Parce qu'en règle générale, vous choisissez comment vos voyages? Est-ce que c'est en fonction de l'envie de chacun ou c'est toujours un peu en fonction du business? Non, normalement c'est par rapport à nos envies. Voilà. Au budget, qui est aussi un point important. Voilà. Et après, nous avons effectivement quelques destinations qui sont plus liées à notre travail. Donc, Bali, c'était le cas, parce que comme nous travaillons avec l'artisanat, l'idée, c'était de développer un projet avec les artisans balinais. Et donc, voilà, on connaît... C'est en cours, ça, voilà. C'est pas encore abouti, mais il va y arriver. Toujours pour du luminaire ou complètement autre chose? La décoration. Dans le domaine de la décoration de maison.
Donc oui, Bali c'était une évidence pour nous parce que on connaissait déjà pas mal d'artisans là-bas. On était déjà en contact avec pas mal de gens. Il faut savoir c'était notre 4e ou 5e fois à Bali. Donc pour nous c'était une évidence de travailler avec eux. Après, nous partons à New York assez souvent parce que nous avons du stock là-bas aussi. Donc, il a la gestion de stock. Il y a un marché aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est une destination aussi récurrente pour nous. Mais après, non. Après, hormis c'est... Il y a Lisbonne, bien sûr. Lisbonne, mais bon, c'est business et famille aussi. Le côté famille s'impose parfois encore plus que le côté business. Donc, voilà, Lisbonne, c'est évident. Mais après, c'est l'aventure, hein. C'est là où le budget nous amène et nos envies de découverte. Par rapport au budget, est-ce que justement, vous avez des astuces ou pour trouver les logements ou comment vous organisez pour qu'à chaque fois ça puisse rentrer dans le budget que vous vous êtes fixé? Alors, nous avons une énorme astuce. Nous avons depuis longtemps développé une stratégie, un miles et points, donc des miles aériennes. Tu dois prendre toujours la même compagnie du coup? Alors, toujours la même alliance. La même alliance qui nous donne quand même une certaine souplesse. Et puis des points d'hôtel. Quand on part à un endroit où les hôtels sont plutôt chers, ça nous permet de ne pas les payer. Voilà. Donc, parce que c'est avec Booking, ça? Non, c'est directement avec les chaînes d'hôtels, les grandes chaînes comme ASJ, Marriott, Accor, Hilton. Ça nous permet, quand on se déplace en travail, d'accumuler des points. Et puis quand on se déplace pour un endroit où voilà les hôtels sont plutôt chers et ça vaut le coup d'utiliser ces points-là au lieu de payer dans les nuits d'hôtel. Et encore une fois, on revient aussi sur cette nécessité d'aller dans des chaînes pour vous peut-être d'hôtels pour être sûr d'avoir aussi du bon Wi-Fi parce que vous bossez, quoi. Oui, il a ça. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits où on choisit par nous-mêmes de ne pas rester dans des chaînes. Oui, non, c'est pas à 100%. C'est pas à 100%, mais c'est une énorme aide à optimiser le budget. Voilà, c'est vrai que pour nous, ça nous aide énormément. Parfois, c'est ça qui rend nos voyages possibles. En plus, tu peux faire passer entre guillemets comme c'est pour le boulot. Il y a aussi toute une partie qui est défrayée. Oui, tout à fait. Il y a une partie qui c'est des frais, oui, effectivement. Je vais donner un exemple. Quand on part à New York, forcément, c'est la société qui paye l'hôtel parce qu'on part pour le boulot, ça nous accumule des points qu'on peut utiliser quand on part ailleurs. Ouais, c'est chouette. C'est une très bonne astuce. Notre résidence principale dans les cadres légaux, bien entendu. Quand on n'en est pas, on la met sur Airbnb et donc elle est louée. Pas 100% du temps, mais elle est louée une partie du séjour, ce qui permet aussi de compenser nos frais d'hébergement tant qu'on n'est pas là. En fait, c'est ça, il y a toute une organisation. Dès que vous n'êtes pas à un endroit, entre guillemets, il est optimisé. Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. Après, nous avons la chance d'habiter à Paris, donc notre résidence principale est se loue facilement plus cher que d'autres destinations. Par rapport à Bali, par exemple, ça nous fait plein de nuits là-bas, voilà. Après, de l'autre côté, on est limité en nombre de nuits qu'on peut louer. Oui, bien sûr. Parce qu'on est à Paris, donc on est limité. Mais bon. Il faut jouer. Voilà, il a la loi, il faut la respecter, mais. J'ai pas compris pourquoi t'es limité. Alors, par loi, les nuits en location touristique sont limitées à 120 nuits par an. D'accord. Voilà. Sur Paris, donc c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout, mais au moins à Paris, c'est notre cas, donc c'est le côté de la loi que nous connaissons bien. Je conseille tout le monde à vérifier avant de le faire. Hein. Je conseille personne à essayer de passer à côté de la loi. Je pense qu'il faut le respecter. Il a quand même une certaine souplesse. Ça nous fait une énorme partie de budget de séjour qui est compensé comme ça.
Donc, je conseille. Après, je sais que c'est pas pour tout le monde de louer. Honnêtement, même si t'habites pas à Paris, alors à moins que t'habites dans la Creuse et encore. Il y a des gens qui me disent, je ne serai jamais capable d'ouvrir les portes chez moi. Anna, je suis totalement d'accord avec toi, mais dans ces cas-là, c'est pas des gens qui sont capables non plus d'aller voyager 5 mois. Voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi. Voilà, je pense que c'est tout un esprit. Comme moi, je suis capable d'aller chez d'autres gens ailleurs. J'ai pas de mal à ouvrir les portes chez moi pour recevoir d'autres voyageurs. Je pense que ça va de soi, hein. C'est un esprit de voyageur, de recevoir, de partager Est-ce que vous avez déjà fait du home exchange? Non. Parce que ça se pratique pas mal aussi, mais bon, après vous, on est plutôt dans une rythme de business global. Mais sinon, tu sais, c'est c'est pareil, c'est un système de points où tu prêtes ta maison et on te prête un logement dans un autre pays. Ça peut être une solution. Oui, on n'a jamais essayé. Je connais des gens qui le font et ça marche hyper bien. Ils sont hyper contents. Comme nous avons nos appartements sur Airbnb à Lisbonne, c'est déjà quelque chose que nous connaissons bien. Donc, pour nous, c'était naturel de rentrer par cette voie-là, et finalement, bon, après les choses, elles rentrent dans un rythme. Après, pour moi, personnellement, je vois pas pourquoi passer par un système de points qui sont un peu limités, parce qu'aprpeux l'utiliser que pour d'autres logements. Bah, tu te fais payer, et puis tu payes de l'autre côté. Enfin, Quand nous louons à Paris, c'est plus cher qu'à Bali, par exemple. Donc, ça va nous compenser aussi les dépenses de supermarché et autres. Donc, c'est un système que pour nous, ça... Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que c'est vraiment une organisation, un mode de vie qui est bien rodé, qui est tout à fait adaptable à n'importe qui. Celui qui a envie de faire ce mode de vie-là. En tout cas, il n'y a pas vraiment de grosses contraintes. Le tout, c'est d'avoir envie. Et puis d'avoir quand même une société qui fonctionne. Il n'est pas obligé de partir 5 mois. Il peut partir 1 mois ici, 1 mois là, et puis c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je voudrais que vous nous fassiez un peu une petite immersion de Bali. La première chose qui me vient toujours à l'esprit et qui me saute dès que j'arrive, ça sent Bali. Ça sent les épices, ça sent l'encens. Il y a un arôme qui est propre et qu'en plus, quand on revient, ça reste dans les valises, ça reste dans les vêtements et c'est génial. J'adore. Donc, c'est un petit peu chaotique quand on arrive. La première fois, enfin même la troisième fois, c'est toujours chaotique. Mais voilà, il y a un ensemble de sens qui sont réveillés. Bali, c'est la gentillesse des gens. La gentillesse des Balinais, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et ils ont toujours un sourire, ils ont toujours envie d'aider, ils sont toujours prêts à nous recevoir. Sans rien demander. Sans rien demander. Ça, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais travailler avec eux, parce que c'est un peuple incroyablement gentil et accueillante. Et je pense que c'est ça l'esprit de Bali. C'est la forêt, ce sont les animaux partout. Bah, j'adore Bali, hein. C'est les temples, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est le riz, c'est les champs de riz. Les rizières, c'est fabuleux, hein. Si vous pouvez séjourner à côté des rizières, c'est à le faire. Alors, je voudrais pas gâcher la magie parce que moi, je suis en tout cas très curieuse et déjà emballée par ce coin du globe. Mais j'ai aussi la partie sud de Bali où j'en ai entendu un peu de moins bons échos. Oui. Est-ce que vous l'avez testé, la partie un peu plus touristique? Oui, il y a une partie qui est très touristique, voire même surtouristique, si on peut le dire. Il faut voir que c'est des plages qui sont quand même pas mal, donc on y va de temps en temps. Mais c'est vrai. Mais Bali, finalement, c'est assez grand. Et on n'est pas obligé de rester dans cette partie-là. On peut très bien aller à Ubud, qui est la capitale et c'est le centre plus
culturelle de Bali. On peut aller au nord, on peut aller à l'est. Bali, c'est très grand et il y a plein de belles choses à voir. Canggu, je conseille pas. Franchement, surtout pour ceux qui voyagent avec des familles, avec des enfants, c'est pas adapté, je pense. Si vous pouvez éviter, vous perdez rien. Voilà. En termes de séjour, voilà. Après, au sud de Canggu, toute la partie de Kuta, Seminyak sont déjà des plages hyper bien pour les familles, par contre. Donc, c'est vraiment la même côte, mais un peu plus au sud. Ça change complètement l'ambiance. La péninsule du sud vers l'aéroport, ça, c'est des gros resorts et c'est pas vraiment notre style, donc on n'y va pas. Voilà. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Voilà. Après, Uluwatu, vous avez des bonnes plages. Et il a quand même une ambiance sympa avec les locaux. Donc, voilà, je ne conseille pas pour un séjour de plusieurs jours, mais si vous allez une journée, 2 jours pour faire un peu de plage, c'est vrai que les plages sont assez belles. Donc, ça vaut le coup. Et après, franchement, Ubud et le nord et l'est sont des zones magnifiques. Sont des zones très authentiques, sont vraiment, vous trouvez la vraie tradition de Bali. Les touristes ne vont pas plus que ça, voilà, sont encore des zones assez protégées. Et Ubud, il y a beaucoup. Ubud, il a beaucoup de monde, mais il a aussi encore beaucoup de traditions. Je pense qu'Ubud, même avec tout le chaos de monde, de circulation, de scooters partout, c'est encore un endroit très magique. Il a encore beaucoup d'essence de Bali. Comment tu fais pour aller à la rencontre des locaux quand tu vas dans ces pays-là? On discute. On discute pas mal avec eux. On n'a pas l'habitude d'avoir des guides. On fait toujours les visites en autonome, mais on se ferme pas aux locaux. On essaye toujours de discuter un peu avec eux, de comprendre le mode de vie, d'observer beaucoup, de les laisser faire à nos côtés et d'apprendre avec eux comment ils vivent cet endroit-là que nous sommes en train de visiter et que pour eux c'est chez eux. Donc, on observe beaucoup et voilà, on discute quand les gens viennent vers nous, on pose des questions, on essaie d'échanger un peu avec eux, de comprendre. Il y a l'air d'avoir un côté très spirituel à Bali. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que ce côté même zen et Oui. Alors, le côté zen, c'est pas sur la route, hein. Alors. Non, c'est ailleurs, mais sûrement pas sur la route. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui visite Bali pour la première fois, ce côté zen, il faut l'accepter. Il faut vouloir le trouver. Parce que comme Pedro dit, rouler à Bali, peu importe si c'est en autonome ou avec un guide, avec un chauffeur, c'est des émotions. Ce sont des émotions. Hein? OK? Il y a beaucoup de gens sur les routes. Les Balinais ont une façon de conduire très particulière, très propre à eux. Les règles de trafic que nous connaissons en Europe, on oublie parce qu'ils ont des règles à eux. Je ne sais pas comment ils font pour pas s'écraser, mais ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est typique à Ubud ou c'est dans tout Bali? Entre les deux, vers le sud, entre l'aéroport et Ubud, c'est plutôt ça. Après, quand tu vas vers le nord, il y a plus grand monde dans les routes, etc. Donc là, oui. Plus grand monde, mais que Balinais. Les Balinais. D'accord, donc il a quand même une petite nuance, c'est que il n'a pas beaucoup de monde, certes, mais il faut comprendre comment eux ils vont circuler. C'est pas voilà. Donc l'autre côté, c'est que quand t'es dans une maison, même à l'hôtel, il y a un vrai calme. Il y a pas de bruit. Il y a la forêt. T'entends toujours la forêt. Elle est jamais très loin. Même à Ubud, les sons de la forêt sont la première chose que tu entends le matin, c'est la dernière chose que tu entends le soir.
Donc, Alors, j'ai hâte d'entendre ce bruit, mais qu'est-ce que tu veux dire quand c'est le bruit de la forêt? C'est les animaux? C'est les animaux. C'est les animaux. C'est les animaux, c'est le vent dans les arbres. C'est l'eau aussi, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau, même petits, mais il y a toujours de bruit de fond dans la nature. Alors, ce qui est très joli, qui ne s'entendra clairement pas pour les auditeurs, mais moi, je vois vraiment vos yeux briller quand vous parlez de Bali. Donc, en tout cas, on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il faut y aller. Non. Je pense que en ce moment, beaucoup de gens disent qu'il faut éviter Bali parce qu'il y a trop de touristes. C'est vrai, je veux rien cacher. Il y a beaucoup de monde et l'été, c'est encore pire parce que c'est la bonne saison pour visiter Bali. C'est notre été, donc l'été européen. Il y aura beaucoup de monde, mais les Balinais, ils sont toujours là. Et c'est le peuple de Bali qui fait Bali être Bali et pas autre chose. Et c'est vrai que l'Indonésie n'est pas Bali. Il faut pas penser qu'on visite Bali et on connaît tout le pays. C'est pas le cas. Mais Bali, il faut pas oublier que Bali est la seule île hindoue en Indonésie. Et cette culture, cette religion fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts aux gens. Ils sont, leur tradition, elle n'a rien contre la nôtre, on va dire. C'est très facile. Parce que c'est musulman à la base. L'Indonésie, oui. Bali, Bali, c'est hindou. Et c'est devenu un mélange très équilibré. Mélange très équilibré. Il y a même des traditions qui sont même avant l'hindou. Hein. Ils adorent le volcan. Enfin, il y a pas mal de choses qui font partie de leur culture, leur façon de penser, et que du coup, comme il y en a un peu de tout, il y a une ouverture. Moi, je pense que la meilleure façon pour visiter Bali, c'est octobre. Voilà. Mais les vacances d'octobre, c'est génial. Oui. S'il n'y a pas grand monde, c'est avant les pluies qui commencent vers novembre. Donc, c'est un moment où il y a beaucoup moins de monde. Il fait quand même très bon. Bali, il fait toujours chaud. C'est un peu moins cher. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est la saison idéale. Écoute, on va d'abord adapter le mode de vie, donc on va d'abord devenir indépendant, on va d'abord développer la société, et après on pourra aller à Bali au mois d'octobre. Tout à fait. Bon, en tout cas, vous nous avez donné très envie. Merci d'avoir partagé tous vos conseils, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ce mode de vie, mais qui se mettent beaucoup de barrières, et je trouve que vous avez rendu la chose à la fois très sincère de dire que c'est pas des vacances, c'est juste un mode de vie, un cadre de vie, un cadre de travail, et que voilà, il faut bosser, ça c'est évident, mais en tout cas, ça paraît quand même accessible. Donc merci d'avoir partagé tout ça. Je voudrais juste rajouter une chose, que c'est une question qui nous pose souvent, c'est le meilleur moment pour commencer à voyager avec les enfants. Et nous, on le dit, c'est le plus tôt possible, toujours, parce que voyager avec un bébé, c'est le plus simple. C'est un bébé, c'est très simple en voyage, hein, et on sait toujours comment le nourrir, parce que soit le biberon, soit la tétée, c'est pareil. C'est simple. Il dort, donc il s'adapte. Il n'y a pas de décalage horaire pour lui, parce donc jusqu'à 1 an, ils sont pas forcément calés sur la journée, ils sont surtout calés sur ses rythmes internes. Donc eux, ils voyagent très très bien quand ils sont petits. Et donc on a beaucoup de gens qui nous disent oui, non, mais je vais attendre quand il sera plus grand. Non, ça vient le contraire. Le petit, il s'habitue aussi, donc c'était le cas des nôtres. Et pour nous, c'est beaucoup, mais beaucoup plus simple. Et du coup, toutes les questions qu'on peut se poser, on les résout. Enfin, on trouve des solutions d'une façon beaucoup plus simple et plus immédiate. Et il faut pas attendre, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis après, je pense que il y a pas, comme tu dis, c'est mieux, mais il y a pas il y a pas de règle. C'est-à-dire que même celui qui veut se lancer à un moment donné, il faut y aller. Ouais. Oui. Mais ça rejoint ce qu'on disait au début de
nos discussions, c'est il faut pas se priver, il faut s'adapter et il faut pas se poser la question non mais je vais pas tout de suite et puis comment je vais faire, etc. Les solutions existent. Les solutions existent, exactement. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. J'étais hyper contente de cet entretien. Je trouve que c'était très enrichissant. C'était vraiment un très chouette moment. Merci à toi. Ouais. C'était un plaisir de discuter. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.